As-tu déjà été humilié par quelqu'un qui prétendait t'aimer, au point de ne plus reconnaître ton propre reflet? Rebecca pensait avoir trouvé l'amour. Mais ce qu'elle a découvert, c'est qu'on peut être trahi non pas par des ennemis, mais par ceux qu'on a nourris, aimés, sauvés. Un gâteau lancé à la figure devant tout le monde. Une amante présente. Une belle-mère complice. Et le silence qui s'ensuit, plus violent que le geste lui-même. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que Rebecca allait renaître de cette humiliation. Ce récit n'est pas une simple séparation, c'est une traversée, une guerre silencieuse. C'est l'histoire d'une femme brisée, qui a vu clair dans la manipulation, la trahison féminine et la conspiration contre sa propre vie, et qui, pas à pas, a repris possession de sa vérité. Beaucoup regardent nos vidéos, mais n'ont pas encore rejoint notre cercle. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu dois voir cette histoire jusqu'à la fin, car elle pourrait bien changer ta manière de poser tes propres limites. Ce que tu vas entendre pourrait réveiller quelque chose en toi, une vérité que tu n'as pas osé affronter jusqu'à maintenant. Il y a des humiliations qui marquent l'âme comme un feu froid, silencieux, mais dévastateur. Ce soir-là, autour d'un dîner entre soi-disant amis, Rebecca n'était plus une femme. Elle était un objet de moquerie publique. Daniel, celui qui partageait son toit, sa table, et un jour ses promesses, s'est levé lentement, comme un juge. Et dans un éclat de colère glaciale, il lui lança en pleine figure « Tu n'es qu'une égoïste inutile ». Puis, comme dans une mauvaise pièce de théâtre, il prit une part de gâteau et l'écrasa contre son visage. Devant tout le monde, devant Alice, devant sa propre mère. Et le silence complice de l'assemblée fut plus cruel encore que le sucre dans ses cheveux. Rebecca resta figée. Pas par peur, par sidération. Son cœur battait contre sa poitrine comme s'il cherchait une sortie. Tout semblait irréel. Les regards fuyants, les ricanements discrets, la voix mielleuse d'Alice feignant la gêne, le regard de jugement d'Elisangela, belle-mère venue valider l'humiliation. On aurait dit une scène montée, un piège social. Et Rebecca, au centre, offerte à la violence symbolique d'un patriarcat déguisé en bon goût. Une trahison féminine aussi, car Alice, qui se prétendait autrefois amie, jouait désormais le rôle de la complice souriante. Mais dans le choc, un éclat surgit, quelque chose d'ancien, de viscéral, de sauvage. Ce n'était pas de la rage, c'était une mémoire. Celle de toutes les fois où elle s'était tue pour éviter le conflit. Celle de toutes les fois où elle avait nettoyé les miettes de l'orgueil des autres. Et dans cette mémoire, une lumière. Je ne vais pas tomber. Rebecca se leva lentement. Elle essuya son visage, non pas pour se cacher, mais pour se révéler. Et dans un murmure ferme, elle dit « Sortez de chez moi ». Elle ne cria pas. Elle expulsa l'ombre. Daniel rit. Alice haussa les épaules. Elisangela leva les yeux au ciel. Mais Rebecca, elle, ne les regardait même plus. Elle ouvrit la porte, les uns après les autres, et referma. Chacun, comme un rituel de purification. Elle ne savait pas encore où cette nuit la conduirait. Mais elle savait une chose. La renaissance commence souvent là où l'on pense mourir. Et c'est dans ce silence nouveau, après les claquements de pas et la fermeture du loquet, que Rebecca sentit, non pas la douleur, pas encore, mais le vide sacré d'une âme prête à renaître. Et ce vide allait devenir le berceau d'une vérité enfouie. Lorsque les échos de la soirée s'éteignirent, ce ne fut pas le silence qui blessa Rebecca, mais la mémoire. Elle s'assit seule, dans ce salon devenu champ de bataille, et son regard se perdit dans les éclats de gâteau sur le sol. Ce n'était pas la crème fouettée qui salissait sa peau, mais les années de sacrifice invisibles. Et là, au cœur de ce désordre, un souvenir émergea, comme une lanterne dans la brume. La jeune fille qu'elle avait été, marchant pieds nus sur la terre chaude de la Lagoa Redonda. Rebecca venait de loin, très loin. Née dans un quartier où les rêves s'usent plus vite que les chaussures, elle avait grandi entourée de silence, de fatigue et de femmes pliées sous le poids de la résignation. Sa mère n'avait jamais eu le luxe de pleurer. Et elle, dès l'adolescence, avait pris le balai et le seau pour aider.
Elle avait été diariste, invisible dans les maisons riches, effacée comme un meuble de service. Mais ce monde l'observait sans savoir, qu'en elle vivait une forêt. C'est chez Donna Eugenia que le miracle discret s'était produit. Une patronne âgée, douce, qui, un jour, lui tendit un livre au lieu d'un chiffon. Rebecca l'avait ouvert avec méfiance, puis avec soif. Les mots, pour la première fois, l'avaient appelée par son nom. Et dans ces pages, elle avait compris que la pauvreté pouvait dévaster les murs, mais jamais l'âme. Elle lisait en cachette, tard le soir, et chaque ligne était une graine plantée dans son désert intérieur. Des années plus tard, elle devint jardinière dans un grand condominium. Là encore, on la regardait sans la voir. Mais elle voyait tout. Elle savait écouter les plantes. Elle comprenait le langage du sol. Et c'est là, au milieu des fleurs qu'elle soignait, que le destin lui présenta Daniel. Un homme poli, élégant, qui la regarda comme si elle existait. Elle ne savait pas encore que ce regard portait aussi une ombre, celle de vouloir la transformer. Et en repensant à tout cela, dans le silence de son appartement ravagé, Rebecca sentit une autre vérité monter. Elle n'était pas née pour se cacher dans les maisons des autres, ni pour se plier à leurs attentes. Elle était née pour s'enraciner, pour fleurir, même dans la boue. Et cette mémoire allait devenir sa force, dans le chapitre à venir. Au début, Daniel était le reflet d'un rêve discret, celui que Rebecca n'osait pas formuler à voix haute. Il passait chaque matin par le jardin du condominium. Costume impeccable, sourire chaleureux, une gentillesse presque trop belle pour être vraie. Il complimentait ses plantes, lui posait des questions, s'arrêtait pour l'écouter. Et dans ce monde où elle était souvent une ombre en arrière-plan, il la mettait en lumière. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Les premiers rendez-vous furent simples. Des cafés, des balades, des conversations sincères, ou du moins, qui en avait à l'air. Rebecca, prudente, restait en alerte. Mais Daniel était un orateur, un avocat du verbe doux. Il parlait de potentiel, de bon goût, de changement positif. Et petit à petit, il la modelait. D'abord, il lui offrit une robe. Puis, il proposa de l'accompagner chez le coiffeur. Puis, il réorganisa son petit appartement pour optimiser l'espace. À chaque fois, il disait « Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi ». Mais ce mieux avait un prix. Rebecca ne riait plus de la même façon. Elle regardait ses mains avec honte quand elles étaient sales. Elle évitait de parler de son travail, comme si sa terre tachait ses phrases. Elle commença à porter des vêtements qui n'étaient pas les siens, à marcher dans des lieux où elle ne se sentait pas chez elle. Et Daniel, lentement, souriait moins. Car plus elle se perdait en cherchant à plaire, plus il trouvait à redire. Le piège s'était refermé sans bruit. C'était une prison dorée, une cage tapissée de compliments empoisonnés. Et Rebecca, dans son désir d'être aimée, avait commencé à s'effacer. Ce n'était pas un amour. C'était une reprogrammation silencieuse, où l'identité devient négociable. Il voulait une femme à son image, pas une âme libre. Il voulait une vitrine, pas une vérité. Et elle, prise dans le mirage, croyait encore pouvoir concilier amour et authenticité. Mais une chose restait intacte en elle, même enfouie. Cette petite flamme que Donna Eugenia avait allumée jadis. Cette conscience intérieure, cette voix douce et ferme qui disait « Tu mérites mieux ». Elle ne l'entendait pas encore clairement, mais elle allait bientôt hurler à travers les fissures. Il y a des silences plus tranchants qu'un cri, et Rebecca, au fil des mois, commença à entendre ceux de Daniel. Des absences dans le regard, des gestes mécaniques, une chaleur qui s'évaporait lentement. Il rentrait tard, il souriait au téléphone, mais ne souriait plus en la regardant. Il évitait les questions avec des blagues, et ce qu'elle ressentait au fond d'elle, cette intuition ancienne, viscérale que toute femme blessée connaît, se confirmait sans preuve. Il y avait une autre. C'est Marissa, une amie fidèle, qui planta les premiers mots de vérité. Autour d'un café, elle posa la tasse, la regarda droit dans les yeux et dit « Tu le sens, n'est-ce pas ? Moi aussi je l'ai vu, au shopping, pas seule. » Rebecca sentit son cœur geler.
Ce n'était pas la jalousie. C'était l'humiliation muette de comprendre qu'elle devenait invisible aux yeux de l'homme qu'elle avait laissé redessiner sa vie. La trahison féminine, incarnée dans le sourire d'Alice, celle qui se tenait si souvent à leur table. Elle commença à observer. Pas avec rage, mais avec lucidité. Elle devenait stratège, attentive aux détails, aux incohérences. Elle notait les horaires, les noms, les excuses bancales. Et un jour, elle le vit. Daniel, tenant la main d'Alice, riant comme s'il n'avait jamais souffert, comme si Rebecca n'avait été qu'une transition, une ombre oubliable. Elle ne cria pas, elle ne confronta pas, elle s'enfonça dans le silence. Ce silence sacré que seules les femmes brisées savent habiter. Ce silence devint son abri et sa force, car Rebecca comprit que hurler, c'était jouer leur jeu. Elle allait écouter, analyser, préparer. Elle devint comme la terre qu'elle cultivait, tranquille en surface, mais en mutation profonde. Ce que Daniel croyait être une résignation était en réalité une transformation, un renouveau intérieur, une attente stratégique, un recul pour mieux renaître. Et à mesure qu'elle observait les gestes de Daniel, à mesure qu'elle recueillait les confidences de Marissa et les signes du quotidien, Rebecca comprenait que sa douleur n'était pas une fin. C'était un passage. Une grotte obscure avant la lumière. Et dans cette obscurité, quelque chose en elle murmurait « Prépare-toi. Tu ne vas pas seulement survivre. Tu vas te libérer. » Quand une femme cesse de nier ce qu'elle sait déjà, le monde autour d'elle commence à trembler. Rebecca, dans sa douleur silencieuse, s'arma d'intelligence. Ce n'était plus une compagne amoureuse, c'était une femme lucide, éveillée, prête à regarder en face les ruines qu'on tentait de lui cacher. Elle commença à examiner les relevés bancaires. Et là, parmi les lignes froides des transactions, la vérité se dessina. Des virements récurrents, des boutiques de luxe, des hôtels qu'elle n'avait jamais visités, des traces d'une trahison déguisée en normalité. Elle n'en parla pas. Elle n'éleva pas la voix. Au contraire, elle devint douce. Trop douce. Le genre de douceur qui précède l'orage. Daniel ne se doutait de rien. Il continuait à jouer son rôle, à sourire, à poser ses valises dans l'entrée comme si sa duplicité était invisible. Mais Rebecca, elle, interrogeait indirectement. « Tu n'étais pas censé rentrer plus tard ? Tu as eu une promotion pour faire ces cadeaux ?» Il répondait sans réfléchir. Chaque réponse était un clou de plus dans le cercueil de son mensonge. Et puis il y eut ce João, le portier. Vieux complice des silences d'immeubles, témoin discret des allées et venues. Un jour, entre deux arrosages, il lui dit doucement « Dona Rebecca, essa moça, ela vem quando você não tá. » Elle sentit le monde s'arrêter. Pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce que désormais, elle avait confirmation. Pas un soupçon. Une preuve vivante, humaine, palpable. Et avec cette vérité, la douleur ne fit pas que brûler. Elle transforma. Elle écouta une conversation entre Daniel et Alice, par accident. Ou peut-être que le destin l'avait placée là, à ce moment. Elle entendit son nom, l'appartement, un plan de vente, une signature falsifiée. Il parlait d'elle comme d'une inconnue à évincer. Pas d'amour, pas même de haine. Juste un obstacle à éliminer. Ce n'était plus seulement une trahison conjugale. C'était une tentative d'effacement, une usurpation spirituelle. Et dans ce vertige, Rebecca comprit. Elle n'était plus en train de perdre un homme. Elle était en train de se retrouver, de se réveiller, de renaître. Mais avant de frapper, elle avait encore besoin d'un dernier fil. Une ultime preuve. Quelque chose qui ne laisserait aucune échappatoire. Et cette preuve allait bientôt tomber dans ses mains. Le destin a parfois une manière étrange de faire tomber la vérité. Dans un tiroir mal refermé, un téléphone oublié, un regard trop sûr de lui. Ce jour-là, alors que Daniel était sous la douche, Rebecca entra dans le bureau pour chercher un carnet. Mais ce qu'elle trouva fut bien plus. Un deuxième téléphone. Un modèle ancien, sans coque, dissimulé entre des papiers. Elle sentit son cœur ralentir. Pas accélérer, ralentir.
comme si le temps s'arrêtait pour lui laisser voir. Vraiment voir. Elle l'ouvrit avec des mains calmes. Ce n'était plus la femme blessée qui tremblait. C'était la femme lucide qui agissait. Les messages n'étaient pas cryptés. Ils étaient là, bruts, sans honte. Photos suggestives, mots doux, promesses d'un avenir partagé dans son appartement. Des échanges entre Daniel et Alice détaillant comment obtenir les papiers, comment falsifier sa signature, comment la faire passer pour folle si elle résistait. Une orchestration froide, une tentative d'effacement émotionnel et matériel. Il y avait même des captures d'écran de documents personnels à elle. Des extraits de comptes, son CPF, des anciennes lettres manuscrites qu'elle croyait détruites. Alice écrivait « Avec ça, elle ne pourra plus rien dire ». Et Daniel répondait avec un emoji rieur. Rebecca relut ces messages 3 fois. Non pas pour comprendre, mais pour s'ancrer, pour intégrer que l'homme qu'elle avait aimé, l'homme à qui elle avait tout donné, voulait désormais la déposséder. Non seulement de ses biens, mais de sa dignité. Elle reposa le téléphone, lentement. Elle ne pleura pas. Pas encore. Il y a une douleur qui est trop grande pour les larmes. Une douleur qui vous réveille dans un lieu sacré, celui de votre limite. Et ce jour-là, Rebecca atteignit la sienne. Pas de vengeance, pas de crise, mais un plan, silencieux, millimétré, car ce n'était plus une histoire d'amour. C'était une quête de survie spirituelle, un appel à la justice intérieure. Et tandis que l'eau de la douche continuait de couler, chaude et aveuglante, Rebecca sortit de la pièce en fermant la porte doucement. Elle avait ce qu'il fallait, les preuves, le feu, et surtout, une nouvelle version d'elle-même, plus forte, plus claire, plus ancrée. Ce qui allait venir maintenant serait une libération, une renaissance, et aucune Alice, aucun Daniel ne pourrait l'empêcher. Et toi ? As-tu déjà été trahi par quelqu'un qui dormait à tes côtés, qui partageait ton toit, ton avenir, ton intimité ? As-tu déjà eu l'impression d'être effacé de ta propre histoire par ceux que tu aimais le plus ? Partage ton vécu en commentaire. Peut-être que ton histoire sera le phare dont une autre femme a besoin pour sortir de l'ombre. Ici, chaque mot écrit devient un acte de guérison partagée. Si cette histoire a résonné en toi, abonne-toi et active la cloche. Des récits comme celui-ci sont publiés chaque semaine, et ils contiennent des clés invisibles pour celles qui cherchent à renaître. Et ne pars pas encore, le prochain récit t'attend sur l'écran. Il pourrait bien te révéler un autre fragment sacré de toi-même. Clique, écoute. Et souviens-toi, on ne détruit pas une femme qui a appris à transformer la honte en lumière. Avec amour et mystère sacré, cicatrice de l'âme.